Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un débat que je trouve intéressant. C'est celui de se demander si la lutte contre le sexisme doit se faire en parallèle ou en même temps que la lutte contre le capitalisme. Et en effet, en général, dans le féminisme, on considère que le système qui opprime les femmes, le patriarcat, existe en tant que tel, dans l'intérêt des hommes, et qu'il faut le combattre seul. Et même si beaucoup de féministes considèrent que le capitalisme tire un intérêt du système patriarcal, elles considèrent bien que c'est un système quand même parallèle, à part entière, et qu'il faut combattre l'un et l'autre de manière indépendante. Certaines théories féministes, comme le féminisme matérialiste, va jusqu'à considérer que c'est un système d'exploitation équivalent au système capitaliste, où les hommes vont tirer du profit de l'exploitation des femmes autour du mode de production du travail domestique. Effectivement, depuis son développement, l'oppression des femmes se cristallise au sein de la famille. Mais nous allons voir qu'en réalité, c'est pas l'intérêt des hommes qui est décisif dans les grands changements qui font le monde, mais que c'est bien les intérêts de classe. Et en fait, la famille n'est pas conductrice de grands changements sociaux qui seraient comparables à ceux que produisent le système économique. Même si la famille est à chaque fois utilisée par le système économique. D'ailleurs, même si ce qu'on appelle la domination masculine est réelle, que les hommes sont constamment valorisés dans notre société et que les femmes, elles, sont attaquées et objets de contrôle constant, il faut savoir aussi que même si les hommes sont surreprésentés dans les postes de pouvoir, c'est-à-dire les ministres, les juges, les généraux, les PDG, en réalité, la grande majorité des hommes n'ont aucune chance d'accéder à ces postes de pouvoir. Le capitalisme, en tant que système qui extorque du travail d'une classe, du profit pour une autre classe, a fait et refait tous les aspects du monde. Il a littéralement transformé le paysage, créé des villes, il a détruit et reconstruit des démocraties, des dictatures et même des monarchies. Il a inventé énormément dans la production, il a apporté l'industrialisation, il a créé des machines qui servaient son intérêt. La famille, elle, n'a pas eu ce rôle dynamique dans l'histoire du monde. Au contraire, l'organisation et la réalisation des tâches domestiques dépendent de l'existence préalable de la production industrielle, de ses produits et de son impact sur la division du travail. C'est-à-dire que quand les besoins du capitalisme évoluent, la famille va évoluer en même temps. Par exemple, quand tous les hommes ont été envoyés à la guerre, pour guerre qui servait le capitalisme, eh bien les femmes ont été réquisitionnées pour les remplacer à l'usine. Quand le capitalisme a besoin d'une main-d'œuvre mieux formée, tous les enfants vont maintenant aller à l'école plutôt qu'à l'usine. Donc on voit comme la famille va toujours s'arranger par rapport aux intérêts du capitalisme, alors que l'inverse n'est pas vrai. La famille ne peut pas avoir un tel impact sur la production capitaliste. Le capitalisme a besoin de la famille, mais la famille, lui, est, en dernière analyse, constamment subordonnée. A l'inverse, le seul intérêt des hommes ne permet pas de changer radicalement la société, et notamment parce que tous les hommes n'ont pas les mêmes intérêts, particulièrement entre les hommes de la classe bourgeoise et les hommes du prolétariat. En général, ces féministes vont considérer que les hommes tirent un bénéfice de ce travail domestique qui est majoritairement pris par les femmes. Et en effet, dans notre société, ce sont les femmes qui prennent la majeure partie du travail domestique, qui consiste à s'assurer qu'il y a à manger tous les jours, qui vont faire les courses, qui vont s'assurer qu'on a des vêtements à porter tous les jours. En fait, en termes généraux, s'assurer que les travailleurs puissent retourner chaque jour au travail avec tout ce qui est nécessaire, une maison bien entretenue, enfin relativement bien entretenue, de quoi s'habiller, de quoi avoir mangé, etc. Et qui s'assure également d'élever une nouvelle génération de personnes qui vont grandir et prendre leur place à leur tour dans le système d'exploitation salariale. Mais cette oppression est incomparable au système capitaliste. Le système capitaliste cherche à produire le plus possible pour le moins cher possible. Dans cette logique, les machines qui vont améliorer les conditions de travail des travailleurs mais ne rapportent pas de bénéfices ne vont pas être introduites, sauf cas de rapport de force organisé des travailleurs. Si on compare à la situation du travail domestique, c'est complètement différent. Les maris ne vont pas demander à leurs femmes de produire 2 fois plus de repas, 2 fois plus de linge propre pour essayer d'en tirer du bénéfice, pour ensuite pouvoir investir en rachetant plus de femmes qui vont faire plus encore de produits, etc. Ils vont pas sérieusement s'enrichir sur ce travail domestique.
Pareil, l'investissement dans des machines ou des nouveaux produits qui vont soulager le travail domestique, comme les lave-vaisselle, les lave-linges, les produits surgelés, ce genre de choses, ne va pas être systématiquement combattu par les maris parce qu'ils ne leur rapportent pas directement plus de profit. Quand le travail des femmes va être remplacé par une machine, par exemple, le mari ne va pas virer sa femme sous prétexte que du coup il en a plus besoin ou que ça lui apporte moins. En fait, le rapport des hommes et des femmes au travail domestique n'est pas celui d'une classe. Si les hommes ont effectivement besoin de ce travail, ils n'ont pas nécessairement besoin qu'il soit fait par les femmes, à l'inverse des capitalistes. Au final, ceux qui profitent réellement du travail domestique, ce sont ceux qui profitent du travail en général, les employeurs, les capitalistes. Eux, ça leur permet d'avoir quasiment gratuitement des travailleurs qui sont chaque jour prêts à se remettre au travail en étant nourris, blanchis. Et on peut déjà imaginer le coût qui pèserait sur les entreprises si c'était à elles de prendre en charge ce travail. Alors que les hommes de la classe ouvrière auraient plus intérêt à ce que cette charge de travail soit prise par la société ou par l'entreprise, parce que ça permettrait aux femmes d'apporter peut-être plus financièrement au foyer, ou alors d'avoir plus de temps libre pour passer du temps agréable en couple. Mais même au pire, ils seraient indifférents. Ils ont besoin de ce travail-là, mais ils n'ont pas besoin qu'il soit fait par les femmes. Qui plus est, les améliorations majeures au sein du travail domestique ont été gagnées par un rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes, qui est aussi a majoritairement été gagné dans des périodes de boom économique. Par exemple, c'est le cas des luttes pour avoir des meilleurs salaires qui permettent d'acheter des machines, comme on l'a dit, ou d'autres produits qui permettent de faciliter ce travail, mais aussi par la prise en charge commune de ce travail par l'État ou par le marché, avec par exemple des crèches publiques, des centres de loisirs, des maternelles, des écoles maternelles, ou par le marché, c'est-à-dire par exemple par les fast-foods ou par les produits, les repas pré-préparés. D'ailleurs, le travail domestique en lui-même a également évolué selon les intérêts du système capitaliste et son évolution. Par exemple, il comporte actuellement moins de couture et de cuisine, mais va comporter beaucoup plus de courses, de visites chez le médecin, d'organisation d'activités extrascolaires ou d'aide aux devoirs. Il va également demander des heures supplémentaires au travail pour compenser l'entrée tardive des jeunes dans le marché de l'emploi, qui est due à une demande de main-d'œuvre plus éduquée de la part du capitalisme, comme on l'a déjà dit. Autre chose qu'on pourrait considérer de notable, c'est que sans les hommes, les femmes devraient quand même avoir cette charge de travail, parce qu'elle est nécessaire à la vie. Si on séparait les hommes et les femmes pour s'assurer qu'ils vont prendre chacun en charge leur part de ce travail domestique, ça changerait au final pas tellement grand-chose. Alors que si cette charge de travail était prise par toute la société, là ce serait un progrès considérable pour tout le monde, hommes et femmes. Les hommes, dans leur ensemble, ne profitent pas des bas salaires des femmes, du chômage féminin ou de la violence que subissent les femmes. Un ouvrier ne va jamais se réjouir que sa femme est mal payée, que la crèche de sa ville a fermé ou que sa fille n'a pas le droit d'avoir un IVG parce que le centre a fermé également. Ces mesures, elles frappent particulièrement les femmes, mais les hommes n'en tirent aucun intérêt. Au contraire, pour prendre le cas des salaires, la main-d'œuvre bon marché des femmes est utilisée pour faire pression à la baisse sur tous les salaires. Et c'est également le cas d'ailleurs pour d'autres minorités opprimées. Ça leur permet de leur donner des emplois avec des mauvaises conditions de travail, qui vont être mal payés, etc. Et pour maintenir cette injustice, il faut le justifier en expliquant qu'effectivement le travail des femmes vaut moins, qu'elles sont moins fortes, moins intelligentes, moins capables. Les emplois où sont surreprésentées les femmes, mais aussi par exemple les immigrés, les pauvres, etc., sont particulièrement dévalorisés parce que c'est ce qui permet de les payer très mal. Et du coup, c'est plus de profit pour les capitalistes. En revanche, le fait que les femmes aient un bas salaire, eh bien, c'est moins de revenus pour toute la famille. Par ailleurs, il faut noter que souvent, dans le féminisme, on considère que toutes les femmes ont le même intérêt à la lutte pour leur émancipation. Sauf qu'en réalité, c'est plutôt faux. C'est-à-dire que les femmes de la classe bourgeoise vont participer à la fermeture des services publics, vont participer à l'exploitation intensive de femmes dans des conditions de travail misérables et avec des salaires misérables, parce que c'est ce qui leur apporte dans leur intérêt de classe, et c'est cet intérêt-là qu'elles vont toujours faire passer en priorité.
Surtout qu'il faut bien se rendre compte que pour elles, c'est plus simple de passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire qu'elles peuvent toujours aller accoucher ou se faire avorter dans des cliniques privées extrêmement chères ou à l'étranger. Elles vont pouvoir avoir des tuteurs ou des nourrices pour s'occuper de leurs enfants. Elles vont pouvoir avoir des employés de cuisine et de ménage pour s'occuper de la maison. Si y a des cas de violence conjugale, par exemple, ce sera plus simple d'investir dans un nouveau logement ou de mettre en place une poursuite judiciaire et de payer des frais judiciaires, etc. Donc, les femmes de la classe bourgeoise vont constamment faire passer en priorité leur intérêt de classe avant leur intérêt de femme. Donc jusque-là, j'ai parlé de l'intérêt de la famille pour le système capitaliste, mais je trouve que ça serait intéressant aussi de parler de l'intérêt de la famille dans le système capitaliste, c'est-à-dire l'intérêt pour les travailleurs et pour les travailleuses de former une famille pour survivre dans ce système. Parce que la famille, c'est aussi un refuge pour des millions de travailleurs et de travailleuses, que malgré ses nombreux défauts, elle donne des meilleures chances de survie, à la fois psychologiquement et financièrement, qu'un travailleur seul. En cas de licenciement, d'accident ou de maladie, c'est plus facile de s'en sortir avec quelqu'un d'autre pour nous soutenir. Ça permet aussi d'avoir qu'un seul investissement à faire au niveau de la maison, des meubles, du frigo. De la même manière, c'est la famille qui va souvent prendre en charge les parents âgés ou toutes les personnes les plus fragiles dans notre société. Mais la famille, c'est également un lieu de refuge psychologique où on met tous nos espoirs de relations épanouissantes. Un lieu de soutien psychologique et d'amour, mais en même temps un lieu de conflit entre l'envie de soutien mutuel et l'éducation sexiste au mépris des femmes. C'est une contradiction qui est souvent très difficile à vivre, à gérer, et qui est souvent facteur de beaucoup de conflits et d'incompréhension, de difficultés à communiquer des deux parties. Parce que, en même temps qu'un refuge, la famille c'est également une forme de prison. Même quand ça marche plus ou moins bien, on voudrait tellement que le couple ou la famille en général puisse compenser tout ce qui nous est enlevé par la société en général, par la dictature du profit et par l'aliénation au travail, que ça crée de très fortes tensions en fait. Et pour cette raison, la violence est assez fréquente dans la famille. Et les victimes de cette violence sont en premier lieu les femmes, les enfants et les personnes âgées. Certaines féministes vont considérer la violence domestique comme une manière pour les hommes de maintenir les femmes dans une position de soumission. Mais en réalité, ça ne peut pas être expliqué de manière aussi simple. Elle est plus un effet du manque de pouvoir que de pouvoir. Les mères aussi, par exemple, sont souvent violentes envers leurs enfants. C'est le fait de devoir être constamment présent, le fait que toute notre énergie soit déjà absorbée par l'exploitation capitaliste, qui fait que la famille, en même temps qu'un lieu de refuge, se trouve souvent être un lieu de défouloir. Sur la question des violences sexuelles, de la même manière, on retrouve déjà toute la reproduction du poids de l'éducation sexiste de toute la société. Mais par-dessus tout, l'idéologie autour de la sexualité, notamment de la possession et de la virginité, a toujours servi l'intérêt des classes dominantes. Les hommes de la classe dominante vont forcer les femmes à la monogamie de manière à s'assurer des héritiers dont ils sont certains de la filiation. Le mariage a toujours été un outil des classes dominantes pour gérer leur patrimoine et maintenir leur position. Afin de perpétuer l'oppression des femmes, l'idéologie dominante l'a, au fil du temps, complexifiée de manière à ce qu'elles apparaissent naturellement dans tous les aspects de la vie, afin qu'elles paraissent naturelles. Mais elles gardent pourtant bien des racines économiques. Donc quand on dit que l'émancipation des femmes est liée de manière indissoluble à la prise de contrôle de l'économie par les travailleurs, ce n'est pas juste purement un fantasme. C'est parce que l'oppression des femmes est littéralement ancrée dans la société de classe et dépendante de la société de classe. Cette émancipation des femmes dans la perspective révolutionnaire ne dépend pas, et on pourrait dire heureusement, du niveau de conscience des militants révolutionnaires. En fait, elle a des bases matérielles. Déjà, les femmes représentent au moins la moitié de la force de travail en France. Elles ont toujours un rôle important, voire dirigeant dans les luttes. Et même dans l'ensemble du monde, on voit que les femmes prennent une part de plus en plus importante de la force de travail. L'idée que les travailleurs puissent prendre le pouvoir et laisser en place l'oppression des femmes est un contresens. Ça signifierait que des millions de femmes qui auraient lutté ardemment pour renverser la dictature du profit
lutte qui en plus apporte une énorme avancée dans les consciences, dans toutes les consciences, décideraient finalement, après avoir renversé le capitalisme, que par contre, elles vont garder l'oppression des femmes dans toute l'organisation de la société. C'est impossible. Je ne dis pas que du jour au lendemain, dès l'avènement de la révolution socialiste, tout le sexisme et l'héritage idéologique va disparaître. Mais le socialisme va poser les bases du déracinement, en fait, matériel de l'oppression des femmes. Il va permettre d'apporter une société qui, petit à petit, va se débarrasser au fil des générations de tous les restes de l'oppression sexiste. Et un des principaux outils du programme socialiste en faveur de l'émancipation des femmes, c'est la socialisation des tâches domestiques, c'est-à-dire créer un réseau public de qualité et gratuit de crèches, de garderies, de restauration collective, de buanderies, de services de nettoyage, d'un bon système de santé, etc. De cette manière, comme pour le reste de la production, ce travail serait organisé par toute la communauté, selon les capacités de chacun, et serait au service de tout le monde selon ses besoins. De la même manière, le socialisme apporterait des moyens financiers suffisants à chacun pour vivre indépendamment, et un logement à tous également, qui permettrait de ne plus jamais être dépendant d'une personne. Donc la libération des femmes est un défi révolutionnaire qui n'est pleinement possible qu'avec le renversement du capitalisme.